Bonjour, je m'appelle Salomé, je suis étudiante, en recherche d'emploi et j'ai 23 ans. J'essaye de venir avec mes sachets dans les magasins, mais voilà. Par exemple, même dans les rayons fruits et légumes, moi je m'embête pas à mettre les légumes dans chaque... généralement déjà j'achète pas en grosse quantité, donc du coup si j'ai 2 bananes, un kiwi, je les mets comme ça dans mon sac et voilà. J'essaie de réduire quoi. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 52 ans. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand même, donc des fois j'essaye de prévoir, venir avec mes boîtes, machin, mais le plus souvent je viens sans. Je m'appelle Manuel, c'est pas possible pour tous les produits, mais bon, dès que, voilà, tant que les sachets, ils craquent pas. Bonjour, je m'appelle Nadine. En général, je prends pas de sachets du tout, sauf si, j'ai beaucoup d'un légume, donc j'en prends pas du tout. Et puis j'achète du vrac, et je fais mes produits, donc voilà. Je tends vers le zéro déchet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alu, papier, carton ou plastique, à peine rentrés des courses, de nombreux emballages vont déjà à la poubelle. Et une fois le produit consommé, c'est le deuxième round des déchets, car tout ça se retrouve souvent dans la nature, au menu des dauphins et tortues de mer. Des emballages qui peuvent aussi être nocifs pour notre santé, entre plastiques cancérigènes et perturbateurs endocriniens. Dans ce deuxième épisode de Plus bio la vie, j'accueille 2 expertes pour évoquer les solutions et alternatives à tous ces matériaux. Jeanne Mignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet Zéro déchet chez Biocop. C'est ça. Et Valentine Cancel, bonjour. Bonjour. Vous représentez aujourd'hui Zero Waste France. Qu'est-ce que c'est Zero Waste France ? Zero Waste France, c'est une association de protection de l'environnement qui existe depuis plus de 20 ans et qui milite pour la réduction à la source de nos déchets et en promouvant la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Alors, le meilleur emballage, ça reste encore celui qu'on n'utilise pas, ça a l'air un petit peu bête dit comme ça, mais c'est vrai. De plus en plus de magasins se mettent donc au vrac. Qu'est-ce qu'on peut acheter en vrac, Jeanne Mignon ? Effectivement, une des solutions pour réduire les déchets, c'est d'acheter sans emballage, et c'est possible grâce au vrac. Chez Biocop, ça fait 30 ans qu'on propose ce modèle de consommation pour l'épicerie vrac sucrée et salée. Et en fait, cette offre assez large, on la retrouve dès l'entrée du magasin. On retrouve donc des céréales, des fruits secs, du sucre, des légumes secs, entre autres. Clairement maintenant, donc c'est une offre qui est devenue les classiques du vrac. Et on a commencé à étendre cette offre par le vrac liquide, non alimentaire. Donc tout ce qui est produit d'entretien, on va retrouver de la lessive, de l'assouplissant, du liquide vaisselle, du nettoyant multi-usage. On travaille aussi sur une gamme d'hygiène, donc shampoing, gel douche, qui va être disponible aujourd'hui en conditionné en magasin et qui sera rechargeable. Donc il faudra venir avec son flacon d'origine et venir recharger en magasin. On ne recherchera pas chez Biocop par contre à faire du vrac à tout prix. On n'est pas dans une logique de vrac d'image et il faut vraiment que ça fasse sens de distribuer un produit en vrac. Par exemple, on peut avoir certains produits qui, de fait de leur rotation de vente, ne justifient pas un écoulement assez rapide du produit. Par exemple, quel produit ? Ça pourrait être le cas sur, par exemple, un yaourt qui aurait une durée de consommation trop courte et qui ne permettrait pas d'écouler un certain volume dans un... Oui, la date limite arriverait avant peut-être que le contenu soit écoulé. Exactement, ce qui fait qu'on aurait de la perte, ça serait du gaspillage alimentaire et donc ça ne ferait pas sens d'aller sur ce mode de distribution. Est-ce qu'il y a des limites au vrac ? J'imagine que oui, il y a des limites, on peut pas tout acheter en vrac non plus. Oui, alors il y a des limites. Et on a des contraintes techniques, par exemple sur la pâte à tartiner, c'est un produit qui fige et qui déphase en fonction de la température et c'est assez difficile en fait de proposer, ou de trouver un équipement en tout cas qui permette de proposer ce produit. Après, on a pas mal de contraintes aussi d'ordre réglementaire pour distribuer tout ce qui va être produit d'origine contrôlée. Enfin, on essaye de faire évoluer la réglementation. Il y a aussi Réseau Vrac, une association qui a été créée en 2016 qui œuvre pour assouplir la réglementation ou en tout cas pour poser les choses parce que ça reste assez flou au niveau de la distribution en vrac. Et on va retrouver aussi des contraintes au niveau industrialisation. Ça paraît un peu fou de dire ça comme ça, mais en fin de compte, c'est tellement rentré dans les habitudes et c'est tellement bien rodé de portionner et de fabriquer individuellement que de repasser sur du gros format, ça peut coûter plus cher. Et comme on n'est pas du tout dans cette démarche-là pour le vrac, ça peut poser quelques soucis. J'ai constaté
quand même que le vrac était parfois plus cher que les produits emballés parce que souvent ce sont des produits bio, ces produits en vrac. Est-ce que c'est pas quand même un sacré frein pour convaincre les consommateurs de passer au vrac? Ça peut paraître plus cher, mais en réalité, d'une manière générale, les produits en vrac, ils coûtent entre 10 et 45% moins cher. Et tout simplement parce que le consommateur ne va pas payer dans le prix final le coût de l'emballage et le coût du marketing qui est imprimé sur l'emballage, qui permet justement de faire la promotion du bien de consommation. Ou Donc, les pubs dans le métro, dans la rue, à la télé, etc. Tout à fait, voilà, le prix marketing global. Et évidemment, il va y avoir parfois un coût plus important au kilo parce que l'achat en vrac va souvent de pair, effectivement, avec une qualité de produit et une recherche de qualité par le consommateur. Donc, les produits qu'on trouve en vrac sont souvent bio, locaux, donc tous ces aspects-là, évidemment, parfois de production artisanale, de facture artisanale. Donc, évidemment, on paye plus cher, mais ça peut aussi être une volonté, une démarche de la part du consommateur qui veut consommer mieux. Oui, justement, quels sont les bénéfices du vrac pour à la fois l'environnement et le consommateur, déjà en termes de réduction des déchets, par exemple? Pour l'environnement, le bénéfice, il est certain, puisque dans nos poubelles, on sait qu'un Français produit en moyenne 590 kilos de déchets par an, et dans une poubelle, en volume, on va trouver 50% d'emballage. Donc c'est une partie non négligeable de notre production de déchets, elle est très importante. Donc, et ces emballages, c'est quoi en fait au final? Souvent, ce sont des emballages plastiques. Le plastique, on sait que ça vient d'une ressource rare qui est le pétrole, et que la gestion des plastiques, elle est loin d'être optimale en France puisque on en recycle moins de 20%. Donc, il y a évidemment, quand on consomme en vrac, une économie en termes de ressources naturelles, d'énergie, puisqu'on ne va pas utiliser l'énergie, l'eau et toutes les ressources nécessaires à la production de cet emballage. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Il y a l'aspect du traitement en fin de vie de ces emballages qui est très polluant. Qu'on le brûle ou qu'on le mette en décharge, dans les deux cas, la rémanence des pollutions liées à cet emballage est importante. Et puis, bien sûr, on le sait, les emballages, que ce soit des bouteilles, des emballages plastiques, donc on les retrouve en grande majorité dans la nature avec un impact sur la biodiversité, la faune et la flore qui est absolument pas négligeable, donc dont on ne connaît pas encore complètement les conséquences long terme, mais on sait qu'elles sont dramatiques. Donc ça, ce sont les bénéfices environnementaux. Et pour le consommateur... Oui, parce que pour nous, c'est vrai qu'on se demande quand même, c'est quoi la différence pour moi d'acheter, à part si je pense à l'environnement forcément, mais c'est quoi la différence pour moi en tant que consommatrice d'acheter du vrac? Pour le consommateur, tout simplement, donc il y a cet aspect que j'évoquais de mieux consommer et de vouloir redynamiser par exemple une production locale et vouloir consommer bio et donc zéro déchet. Et il y a aussi le fait que le vrac permet d'acheter la juste dose et donc de réduire ses coûts, puisqu'on va éviter aussi le gaspillage alimentaire et réduire ses coûts au moment de faire ses courses. Et comme je disais, la plupart du temps, l'offre de vrac, elle est couplée à une bonne qualité de produits, donc ça permet aux consommateurs de mieux choisir ses produits et des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et de sa santé. Jeanne Mignon? On a réalisé en interne des analyses de cycle de vie. En fait, c'est un outil qui permet de calculer l'impact environnemental des produits. C'est une évaluation globale et multicritère qui prend en fait en compte et qui qualifie tout au long de la vie des produits les flux physiques, de matière, d'énergie associée, etc. Et en fait, on a fait ça sur toute notre offre produit pour un peu valider ou invalider le pari qu'on a fait sur le vrac. Je peux à titre indicatif communiquer que clairement chez nous le vrac ça pèse en poids de vente 14% et ça représente 3% des impacts gaz à effet de serre et idem pour la production de déchets finaux. Donc on voit bien qu'on a un gros bénéfice par rapport aux autres classifications de produits qu'on peut avoir et qui sont emballés. Moi je voulais qu'on revienne sur le recyclage parce que vous parlez de recyclage, Valentine, tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me parler de la règle des 5 R? Parce que j'ai découvert ça en préparant ce podcast et en plus il faut la suivre dans l'ordre, je crois. Oui, tout à fait. Enfin, il faut, pas une injonction, mais c'est mieux. Disons que c'est un moyen mnémotechnique, une petite technique qui peut aider effectivement à amorcer cette démarche et ce mode de vie zéro déchet. Alors le premier R, c'est refuser. C'est refuser tout ce dont on n'a pas besoin en fait, les objets jetables dont on parlait, les emballages, la publicité. Ensuite, le deuxième R, c'est réduire. Donc c'est vivre avec moins, ne consommer que le nécessaire.
en fait, on se rend compte qu'il y a des tas d'objets inutilisés qui restent dans le fond de nos placards et qui ont consommé des ressources naturelles pour rien. Donc, et puis qu'on achète trop, en trop grande quantité, par exemple. Bien sûr, on a cette tendance à la surconsommation, ouais. Et donc, en ce sens-là, dans le R de réduire, la philosophie minimaliste peut nous aider. Ensuite, nous avons réemployer ou réutiliser, donc dire adieu aux jetables en s'équipant d'objets réutilisables. Pensez d'ailleurs à ce moment-là plutôt à nos usages qu'à nos achats. Et ça passe par la seconde main, la réparation, le troc. Puis le 4e R, c'est redonner à la terre. En fait, dans la nature, on constate qu'il n'y a pas de déchets. Et nous, au contraire, on prélève plus à la terre que ce qu'elle est capable de nous restituer en un an. C'est la notion que vous connaissez peut-être de jour du dépassement ou Global Overshoot Day. Oui, c'est que chaque année, on a des articles qui parlent de ça, ou dans les médias, où on nous dit aujourd'hui, je sais pas, je vais dire une bêtise, le 1er juin 2019, on a consommé ce que la Terre est capable de produire en un an, enfin avant qu'elle se renouvelle. Quoi. De régénérer, voilà. De régénérer, pardon, oui, effectivement. Voilà, ouais. Dans cette notion de redonner à la Terre, justement, on redonne ce qu'elle nous a donné, donc ça passe par l'acte de composter, tout simplement, puisque actuellement, on jette nos déchets organiques dans la poubelle le tout venant, et ils vont finir brûlés ou mis en décharge, qui n'a aucun sens si on observe la nature. Donc il est nécessaire de composter nos biodéchets. Et enfin, le 5e R, et le dernier, c'est celui de recycler. Donc en ce sens-là, il y a bien une hiérarchie entre ces R. Il arrive en tout dernier et on va y revenir. Oui, parce qu'on parle tout le temps de recyclage, on parle beaucoup de tri des déchets dans toutes les villes en France, du monde. On dit que c'est un geste extrêmement important. On a l'impression que c'est le geste le plus important et pourtant, il est en bout de liste dans ces 5 R. Il est en bout de liste parce que, en fait, il faut toujours se poser la question. La petite phrase du zéro déchet, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est ce qu'on disait au début, pas celui qu'on recycle. Donc l'idée, c'est plutôt ici d'arrêter de produire ces déchets, de produire des emballages sous prétexte qu'ils sont recyclables, parce qu'on va toujours gaspiller des ressources dans ce procédé-là, gaspiller de l'énergie. Et il faut jamais se dire que le recyclage va substituer un déchet qu'on aurait pu initialement éviter. Donc justement, via l'achat en vrac ou en faisant nous-mêmes, par exemple, on peut éviter cette solution qui n'en est pas vraiment une. J'ai quelques chiffres d'ailleurs à ajouter à celui que vous donniez, Valentine. La France produit près de 38 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés, donc comme vous le disiez, plus de 500 kilos par Français et Françaises, et seulement 35 à 40% sont effectivement recyclés, le reste étant incinéré ou mis en décharge. Alors faire ses courses en vrac, c'est bien, c'est même très bien, mais si on utilise des sachets qui sont jetables, ça devient un petit peu contre-productif. Comment ça se passe chez Biocop, Jeanne Mignon ? On a développé en fait une gamme de contenants réutilisables qu'on peut retrouver en magasin sous la marque Ce qui dure nous ressemble, rassemble. Et en fait, on va retrouver des sacs en tissu issus d'une filière équitable en coton bio, et on a aussi une gamme de contenants en verre pour le vrac. Et on travaille sur le développement de sacs casiers à bouteilles ou de sacs de transport zéro déchet, et ça on les travaille en fait avec des consommateurs qui nous aident à pousser un peu dans la recherche et pour répondre à leurs besoins. Il n'y a pas de sacs compostables parce que c'est le nouveau truc, les sacs compostables qui sont faits en canne à sucre, je crois, si je dis pas de bêtises, ou amidon de maïs, etc. Alors on a des sacs en craft, nous, puisque depuis le début, Biocop refuse les sacs en plastique et aussi amidon. Donc ces sacs, effectivement, ils sont compostables. Maintenant, on n'est pas à encourager pour l'instant vraiment un geste de composter les emballages, parce qu'on reste dans un circuit de je consomme et je jette, quand on peut être en premier lieu dans un cycle de réutilisation. Est-ce que je peux apporter mon Tupperware, mon contenant personnel chez Biocop? Est-ce que je fais comment? À l'entrée, je le pèse, on fait la tare, qu'est-ce que je fais? Si je veux venir acheter des amandes, des lentilles, etc. Oui, alors oui, c'est possible. Par contre, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, quand on va se servir à la coupe, ou même quand on va se servir en vrac sec, etc., on peut venir avec ses propres contenants. Dans ces cas-là, on va à la balance, et en fait, on a un programme, un logiciel qui permet d'éditer la tare du contenant. Si le magasin est pas équipé, eh bien, ça peut être taré au niveau de la caisse en magasin. Pour celles et ceux, parce que je dis le motard, mais je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas, le motard, c'est le poids du contenant, donc qui sera déduit du poids, déduit du poids des choses qu'on mettra dedans. Exactement. Et il y a un autre cas, par contre, c'est surtout ce qui est non alimentaire. On est bien sur un système de recharge, donc il faut revenir avec son contenant d'origine. Mais si je veux venir acheter de l'eau, par exemple, chez Biocop, parce que je crois qu'il n'y a pas de bouteille en plastique d'eau chez Biocop, je fais quoi? J'amène ma bouteille en verre?
Exactement, vous trouverez plus de bouteilles en plastique d'eau chez Biocop, et donc il y a des magasins qui ont mis à disposition des fontaines à eau qui permettent de faire la promotion aussi de systèmes de filtration. Et donc vous pouvez venir avec votre bouteille d'eau ou alors acheter une bouteille d'eau vide en verre en magasin, et puis vous vous servez en eau à la fontaine, et vous avez la possibilité aussi d'acquérir des systèmes de filtration et de les installer chez vous. Valentine Cancel ? Oui, ça me fait penser qu'avec Zero Waste France, en parlant de ramener ses contenants chez notre commerçant, on a lancé une grande campagne il y a déjà quelques années qui s'appelle Mon commerçant zéro déchet et qui propose aux citoyens d'aller directement sensibiliser leurs commerçants en leur expliquant en fait comment ça se passe, qu'il n'y a pas d'interdiction légale et juste quelques normes sanitaires. Un commerçant a le droit de refuser, mais ne peut pas vous opposer la législation parce que en fait on a le droit de faire cette demande-là en tant que consommateur. Je me demandais parce que c'est vrai qu'il y a même des restaurants, je vois, qui proposent d'amener son propre récipient pour se faire servir. Et moi je me suis demandé si on avait le droit de me refuser ça, par exemple. Le commerçant ou le restaurateur peut refuser, c'est son libre arbitre, je dirais. Mais en tout cas, la loi ne formule pas d'interdiction en ce sens. Oui, au contraire. Chacun et chacune décide si oui ou non on peut servir un client ou une cliente qui amène son tup. J'aime bien ce petit mot, son tup. Exactement. Et le kit commerçant que vous trouverez sur le site de Zero Waste France vous permet justement d'avoir des arguments pour convaincre ces acteurs-là. Et une fois qu'ils ont accepté, on leur propose un petit autocollant qui permet de se rendre compte en fait que l'offre est disponible. Donc on peut ramener ses sacs et son contenant. Okay. Tout à fait. Et alors, une cartographie également dans toute la France. Avant de recycler, dans la règle des 5 R qu'on évoquait tout à l'heure, il y a réutiliser. Et pour réduire les déchets, notamment plastiques, on assiste au retour d'une vieille pratique délaissée, la consigne. En quoi ça consiste, Valentine Cancel ? Alors la consigne, la bonne vieille consigne, en fait c'est un système qui consiste à payer lors de l'achat d'un produit une petite somme supplémentaire qui correspond en fait au prix de l'emballage. Et ce prix-là, il est retourné à l'acheteur lorsqu'il rapporte l'emballage. Et la consigne, en fait, on a tendance à croire qu'elle ne concerne que les bouteilles, mais on peut la trouver sur des bacs de transport, des boîtes pour des repas à emporter, même des cosmétiques consignés maintenant. Est-ce qu'on peut consigner chez Biocop, Jeanne Mignon ? Oui, alors chez Biocop, quand on parle de consigne pour réemploi, à la différence de la consigne pour recyclage. Pour le réemploi, on est bien pour remettre dans le cycle d'utilisation, de réutilisation un emballage qui va être lavé et ensuite reconditionné. Sur de la consigne pour recyclage, c'est simplement pour capter plus de matière plastique qui ensuite va être recyclée et dans un nouveau cycle de fabrication pour de nouveaux emballages. Donc les espèces de grandes boîtes où on consigne, on rend les bouteilles, par exemple en verre qu'on a eues, elles seront pas réutilisées. Alors, si, il peut y avoir, généralement la consigne pour recyclage, elle va être sur le plastique et l'aluminium. Alors que la consigne pour réemploi est plus facilement mise sur du verre, parce que le verre peut être lavé et réutilisé. Et alors chez Biocop, il y a certains magasins qui proposent en fait une offre de produits consignés qu'ils travaillent en direct avec leurs fournisseurs locaux, et on essaye de l'étendre en fait à l'échelle du territoire et en nombre de produits. Par contre, c'est un projet à long terme pour lequel on avance petit à petit avec la volonté de s'appuyer sur des acteurs qui sont déjà présents un peu partout en France et qu'on retrouve notamment membres de Réseau Consigne qui s'est constitué il y a pas très longtemps. Et on rencontre plusieurs problématiques déjà avec le cadre législatif qui ne semble pas aller dans le bon sens, en tout cas pour nous, pas celui du développement de la consigne pour réemploi. Et on a d'autres... Pourquoi pas dans le bon sens ? Tout simplement, là, c'était en discussion au moment de la loi anti-gaspi et ça n'a pas été repris, ou en tout cas, ça semble pas être un axe majeur, notamment pour limiter les déchets et surtout sur les bouteilles. Et on a d'autres problématiques qui sont par exemple d'ordre économique. En fait, des acteurs qui seraient sur du plastique aujourd'hui, on va leur demander de passer sur du verre, donc ça veut dire réinvestir sur leur ligne de conditionnement. Et le modèle économique reste encore à construire avec des modélisations des flux physiques, des flux financiers. C'est pas encore quelque chose d'établi et c'est assez complexe parce que c'est multi-acteurs et qu'il y a toujours cette ambition derrière à revalider qui est le pari écologique. Et en fait, la balance ne doit pas être trop impactée par le transport à vide des contenants qui doivent être nettoyés avant d'être reconditionnés.
Valentine Cancel, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des résistances par rapport à la consigne ? Est-ce que les gens sont au courant que c'est possible aujourd'hui de consigner des contenants ? Les consommateurs sont de plus en plus au courant, notamment parce qu'avec Zero Waste France, on milite activement pour le retour de cette consigne pour réemploi sur le verre. On a tenté de le refaire passer dans la loi à l'occasion du vote de la loi anti-gaspillage. Malheureusement, comme le disait Jeanne, ce n'est pas un tournant qui a été pris par notre gouvernement. Mais il y a un sondage récent qui dit que, par exemple, il y a plus de 80% des Français, je me demande si c'est pas même 90% des Français qui sont favorables au retour de la consigne sur le verre. Donc si, en tout cas pour les gens qui sont au courant, les consommateurs sont très très favorables à cette pratique. Pour finir, Valentine Cancel, est-ce que vous avez quelques astuces à nous donner pour réduire nos déchets au quotidien et pour consommer plus vertueusement, par exemple ? On a largement évoqué l'achat en vrac, mais on peut aussi, et c'est une des premières choses à faire, composter ses biodéchets, comme je l'ai dit tout précédemment. Réduire au maximum ses achats neufs, parce qu'en fait, quand on parle de déchets, on ne se rend pas souvent compte que tous les objets, les biens de consommation qu'on utilise au quotidien, ont produit énormément de déchets au moment de leur fabrication et qui sont des ressources naturelles, donc ça engendre un gaspillage de ressources très important. Et on accompagne les citoyens avec Zero Waste France avec un défi qui s'appelle le défi Rien de Neuf. Donc si vous allez sur le site riendeneuf.org, vous allez trouver plein de solutions pour essayer de réduire au maximum vos achats de neuf. Donc le troc, la location, l'emprunt, tout un tas d'alternatives. Et puis enfin, on a parlé des 5 R, donc cette petite règle. Et pour nous aider dans notre pratique, avec Zero Waste France, on a conçu en collaboration avec l'Université des Colibris, le premier MOOC. Donc le MOOC, c'est une formation en ligne qui est complètement gratuite. Le premier MOOC Zéro déchet, zéro gaspillage, qui va justement vous aiguiller, vous accompagner pour pratiquer et mettre en place ces 5 R. Merci beaucoup Valentine Cancel. Merci. Merci Jeanne Mignon. Merci. Et vous pouvez retrouver évidemment toutes les ressources dont on a parlé, les sites, les liens, les assos dans la description de ce podcast.